Si les choses tournaient mal demain, à quoi ça ressemblerait une crise? Une vraie crise, hein, j'insiste, dans le private equity? Pour moi, je n'ai pas l'impression que ça ressemblera à une crise type 2008. J'ai pas l'impression qu'on aura un effondrement brutal et instantané du système bancaire mondial. Je pense que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'a été 2008, quoi. Faut comprendre aussi que même si vous avez un taux de défaut qui reste gérable, celui-ci peut devenir très dangereux si en même temps vous avez des sorties d'investisseurs qui commencent à s'accumuler et aussi des actifs qui deviennent de plus en plus difficiles à céder et des banques qui disent nous on veut plus vous soutenir dans vos histoires. Tu vois, les banques régionales se sont énormément développées justement lors de la période avec les taux bas. Quand on a eu les taux élevés qui sont arrivés en 2022, ça a été les premières qui ont trinqué. On a eu une crise de banque régionale. Tout le monde pensait qu'on allait se taper moins 30% sur la bourse et qu'on allait tous mourir. Je rappelle à ces personnes que le S&P 500 a fait, je crois, maximum moins 10% en quelques semaines. Petite pause avant de continuer. Si tu t'intéresses à la finance, à la macro et à l'investissement, tu l'as sûrement déjà vécu. Un énorme amas d'informations, des avis contradictoires partout, et au final, plus de bruit que de clarté. Fineco est net ce constat. Notre vision est simple. Remettre de la structure et du sens dans la compréhension des marchés. Concrètement, on vulgarise la finance de marché, l'économie et l'investissement avec une méthode claire. Trier l'information utile, l'expliquer simplement et fournir des grilles de lecture pour raisonner comme un investisseur. On propose des contenus gratuits pour suivre l'actualité et les grandes tendances sur Twitter et LinkedIn, mais aussi des offres payantes avec des thèses d'investissement accessibles via notre Substack et Club Fineco pour celles et ceux qui veulent aller plus loin dans leur réflexion. Si tu veux découvrir notre approche, tout est disponible sur notre site internet fineco.fr. Allez, on reprend l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Whatever It Takes. Encore une fois, on va parler d'un sujet qui fait beaucoup la une ces derniers temps dans les médias et qui de mieux pour m'accompagner pour en parler, Yann Mank, analyste chez Chroma Trading. Hello Yann. Hello Omar, j'espère que tu vas bien. Bonjour à tous nos auditeurs et viewers également. Alors effectivement, on va parler du private credit aujourd'hui pour changer un petit peu des précédents grands thèmes qu'on a abordés qui font encore la une aujourd'hui et qui nous fatiguent pour, pour rester poli. Donc on va parler du private credit. Et le private credit, est-ce le nouvel Eldorado du rendement ou alors est-ce que c'est la prochaine zone de fracture du système financier? Donc c'est le grand thème qu'on va aborder aujourd'hui. Donc effectivement, on entend de plus en plus parler du private credit, mais on entend aussi beaucoup dire que ça pourrait être la grande source, donc comme je le disais, de stress financier. Donc ça peut apporter une crise. Donc, est-ce qu'on est face à une vraie bombe à retardement? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui avec Omar. Donc, comme d'habitude, je vais te poser toute une série de questions et on va essayer de rendre le sujet clair pour nos auditeurs, pour qu'ils ressortent, qu'ils terminent ce podcast en ayant appris, on l'espère, pas mal de choses, mais avec toi, pas de doute. Donc, avant de démarrer, on va essayer d'être pédagogue et simple. Je sais que parfois c'est compliqué pour toi. Euh, Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est le private credit? Alors, avant d'aller plus loin, c'est vrai qu'il y aura des termes un peu plus techniques. Donc, dans tous les cas, je vous rassure, pour ceux en tout cas qui regardent sur YouTube et qui sont abonnés, vous aurez l'occasion en tout cas d'avoir toutes les descriptions et toutes les définitions en dessous de l'écran. Mais globalement, pour comprendre un petit peu le private credit, donc c'est un marché qui s'est beaucoup développé en fait depuis un certain temps. Pour donner un peu des chiffres qui sont importants. Dans les années 2010, on parlait d'un marché qui valait 200 milliards de dollars. Aujourd'hui, on est aux environs de mémoire de 3000 milliards de dollars à aujourd'hui. Donc la croissance a été fulgurante et normalement, on projette en tout cas une valorisation autour de 5000 milliards de dollars à 2030, à horizon 2030. Donc là, on n'est plus du tout dans un marché de niche, hein, on est vraiment dans un segment qui a grossi énormément, dans un environnement où l'argent a été quasiment gratuit pendant un certain temps et il faut remercier des personnes comme Mario Draghi ou encore Ben Bernanke, pour ne pas les citer. Et les investisseurs, dans ces périodes-là, avec des taux très bas, cherchaient beaucoup et même, je dirais même désespérément, du rendement. Là où les banques traditionnelles se retiraient un petit peu de toutes les formes de prêts parce qu'elles ont été extrêmement pénalisées lors de 2008. Donc aujourd'hui, le sujet, il revient parce qu'on est un peu en train de changer de régime. Avant, comme je vous l'ai dit, pendant des années, le private credit était en train de prospérer dans un monde de taux bas. Le refinancement était très facile, il y avait des défauts assez limités. Aujourd'hui, on est dans un monde, et vous le savez depuis 2022, on est dans un monde où le coût de la dette a fortement remonté. On a des taux qui sont très élevés. Je ne parle plus nécessairement de l'Europe, mais je parle en tout cas aux États-Unis. On a des entreprises
en tout cas celles qui sont les plus endettées, qui ont de plus en plus de mal à se refinancer. On a des restructurations qui remontent et on a même des investisseurs aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dernièrement, qui demandent à retirer leur argent de certains de ces véhicules-là. Donc, je donne un exemple, c'est un exemple chiffré, mais que je trouve qui est très parlant. Alors, c'est un acteur qu'on ne connaît pas nécessairement en Europe, mais Barings, qui est une société qui fournit beaucoup de crédits privés. Dernièrement, dans son propre fonds, elle a dû plafonner les retraits à 5% après des demandes de rachat sur 11% des parts. D'accord. Mais j'expliquerai un petit peu comment tout cela fonctionne. Et elle a répondu uniquement à 40% des demandes qui ont été faites de retrait. Donc, globalement, on arrive à un stade en fait où les investisseurs qui ont mis des billes dans ces fonds-là ne peuvent plus retirer forcément leur argent. Ou en tout cas, c'est pas comme quand vous allez à la banque pour retirer facilement vos deniers. Donc, ce type de signal-là, c'est pas nécessairement un détail technique, hein, on est vraiment sur un signal très fort. Et ça montre que la promesse de rendement stable qu'offrait le crédit privé devient de plus en plus délicate quand la confiance commence à baisser sur les marchés et même dans l'économie mondiale aujourd'hui. Donc, pour expliquer véritablement vraiment ce qu'est le crédit privé, globalement, c'est du crédit non coté. Donc, une entreprise, globalement, quand elle veut se financer, et je parle je vais prendre même globalement, pour financer, entre guillemets, ses activités, elle a trois solutions. Soit elle s'autofinance elle-même, parce qu'elle a les fonds pour le faire. Soit elle se finance auprès des marchés financiers, soit elle se finance auprès des banques. Et en tout cas, les acteurs financiers. Donc, dans le cas de certaines entreprises, et on va en parler un peu plus en détail, certaines entreprises n'ont pas voulu aller auprès des banques pour des raisons de conditions, mais aussi de facilité d'obtention. Donc, ce qu'elles faisaient, c'était soit émettre des obligations sur les marchés, et à partir de ce moment-là, elles obtenaient des financements, soit elles empruntaient directement via des fonds spécialisés, et donc elles faisaient appel finalement à du crédit privé. Donc, l'image la plus simple, c'est celle-ci, hein. Avant, on avait beaucoup d'entreprises qui dépendaient beaucoup des banques pour se financer. C'était avant 2008. Après 2008, les banques ont été énormément contraintes d'un point de vue réglementaire. On a beaucoup de réglementations connues, notamment comme BAL3, et qui ont dû obliger ces banques-là à mieux gérer leur bilan, à réduire beaucoup de risques. Et à partir de ce moment-là, elles ont dû commencer à moins financer certains segments et à être beaucoup plus sélectives dans les projets. Donc, les entreprises les plus leverage, celles qui vraiment utilisent beaucoup d'effets de levier, ou notamment les opérations de LBO, et vous aurez la description, je vous rassure, de ce type de process. Ces opérations-là, les banques n'y allaient pas nécessairement parce que c'était, en termes de risque-rendement, c'était pas assez bon pour eux. Ils devenaient beaucoup plus sélectifs. Donc, tout ce vide-là a permis la progression de beaucoup d'acteurs qu'on connaît aujourd'hui et dont on parle beaucoup dans les médias, hein. C'est-à-dire que vous avez Apollo, vous avez ARS, vous avez Blackstone, Blue Owl, KKR et bien d'autres. Et c'est eux qui ont construit tout ce marché et qui ont profité, comme je vous l'ai dit, de cette fameuse croissance de 200 milliards de dollars en 2010 à 3000 milliards de dollars aujourd'hui. Donc, la question, elle est totalement légitime, c'est de savoir pourquoi est-ce que les entreprises aiment cela. Bah, comme je vous l'ai dit, parce que euh, c'était beaucoup plus difficile pour eux d'avoir accès à des banques. Et de l'autre côté, le private credit a offert un peu ce qui ressemblait à une formule magique, c'est-à-dire que vous aviez la possibilité d'avoir un rendement quand vous êtes un investisseur, d'avoir un rendement d'acheter des parts dans ces fonds-là, un rendement de l'ordre de 8 à 12% selon les segments et les périodes, et avec une volatilité qui était faible. Et on en reviendra après pourquoi c'était faible. Mais cette volatilité était apparente parce que ces actifs ne sont pas cotés. Quand on est coté en bourse, vous le savez, les actions vont dans tous les sens, ça peut arriver. Il y a de la volatilité, il y a des fluctuations assez importantes. Donc du coup, c'est beaucoup plus facile, en tout cas quand vous n'êtes pas coté. La revalorisation met beaucoup plus de temps à se refléter. Donc la stabilité, pareil, entre guillemets, réelle sur le moment, et même en partie comptable, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment vous faire comprendre, c'est-à-dire que l'absence de prix de marché en continu ne supprime pas nécessairement le risque, mais elle le rend beaucoup moins visible. Et c'est toute la problématique que l'on a aujourd'hui sur le crédit privé. Je pense que c'est une très bonne explication de ce qui est le private credit. Encore une fois, je le rappelle pour tous les sujets un petit peu, tous les termes un peu techniques qui peuvent paraître compliqués. Vous aurez absolument tous les liens et toutes les définitions dans la description. Donc, n'hésitez surtout pas à dérouler. Moi, j'ai envie de te poser la question. Omar, tu as rappelé les valorisations, hein, tu as rappelé combien pèse le marché.
Pourquoi est-ce qu'il a autant grossi? Pourquoi est-ce qu'il a explosé en si peu de temps? Alors, il y a 3 forces, pour être très, très clair, et ce sont 3 forces qui sont arrivées, après 2008. Donc la première, c'est la désintermédiation bancaire. Donc globalement, quand on a eu la première crise, financière, donc en 2008, les régulateurs ont demandé aux banques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elles ont demandé aux banques d'être beaucoup plus solides, d'être mieux capitalisées, d'être beaucoup plus prudentes et d'être beaucoup plus sélectives sur, leurs investissements. Donc c'était sain, ça se comprenait et c'était normal au vu de tous les problématiques que l'on a eues en 2008, surtout du côté du secteur bancaire. Mais le problème de ce type de prudence, et c'est pour ça aussi qu'on a eu Scott Bessent et Jérôme Powell qui ont fait en sorte que les banques sont un peu moins réglementées depuis ce début d'année, c'est-à-dire que on a certaines formes de prêts qui sont devenues moins attractives pour elles en termes de consommation de capital et ces choses-là, en tout cas, ne sont plus du tout abordées pour eux. Donc finalement, elles ont moins prêté à certaines entreprises et elles ont préféré déléguer ce rôle-là. En tout cas, c'est ce rôle qui était important pour eux en termes de rendement. Et ils ont préféré les déléguer à d'autres entreprises. Donc les fonds privés sont entrés dans la brèche, en tout cas ceux qui fournissent du crédit privé. Et ça a été vraiment le premier moteur. Donc la désintermédiation bancaire. Le deuxième, et ça c'est, je pense, à mes yeux en tout cas le plus important, c'est un peu la chasse au rendement. Parce que c'est bien de pouvoir prendre ce rôle-là. Mais d'un côté, si vous voulez vous permettre de grossir aussi vite, il faut quand même qu'il y ait un certain rendement. Donc pendant des années, quand on a eu les politiques ultra accommodantes de la part des banques centrales, en tout cas entre 2012 jusqu'à 2022, les obligations souveraines, en tout cas je prends surtout à l'image de ce que l'on a pu voir en Allemagne, et même une partie du crédit investment rapportait très très peu. On avait eu des taux extrêmement faibles, on était sous 0,5 par exemple pour les obligations souveraines allemandes qui sont à la base extrêmement recherchées. Donc les investisseurs institutionnels avaient toujours les mêmes engagements à financer, par exemple que ce soit des retraites, les passifs d'assureurs, ou même des objectifs annuels finalement, mais elles avaient beaucoup moins de rendement disponible dans les classes d'actifs traditionnels. Et c'est aussi pour ça qu'on a eu des actions qui ont explosé à la hausse. Parce que finalement, beaucoup de fonds sont allés sur des actifs qui, eux, pour le coup, pouvaient apporter beaucoup plus de rendement. Donc le private credit, en fait, est arrivé un petit peu comme une alternative idéale. C'est-à-dire, vous avez un rendement qui est important, vous avez une durée qui est assez lisible, on parle de 5 à 10 ans pour certains, et on a une seniorité qui est devenue assez élevée dans la structure de capital, et puis vous avez une volatilité qui est moins importante que sur les marchés cotés. C'est juste magnifique. Donc globalement, on vous offre un petit peu, comme tu l'as dit au départ, une espèce d'Eldorado facile et avec une certaine facilité que je trouve même assez déconcertante. Donc ça, c'est la deuxième force. Et puis la troisième force, et là on va en parler un peu moins, mais c'est quand même assez important, c'est la montée du private equity. Donc le private credit, il n'a pas poussé tout seul, il a grandi avec des opérations de private equity. Donc quand vous avez un fonds de private equity qui rachète une entreprise, il a besoin de dette. D'accord? Donc historiquement, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait beaucoup vers des marchés un peu plus leveragés, ou alors carrément il allait voir les banques. Mais la force du private credit, c'est qu'il lui a offert beaucoup plus de flexibilité, des deals beaucoup plus discrets et surtout une exécution beaucoup plus rapide. Donc, par exemple, je vous donne un exemple, mais BlackRock a souligné récemment, par exemple, que la croissance du private credit a été largement parallèle à celle du private equity. Et aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe sur private equity, on voit que le private credit a aussi des difficultés aujourd'hui. Donc, il faut le comprendre, le private credit n'a pas explosé de manière miraculeuse. C'est juste qu'on a eu un alignement des planètes et aussi des conditions et qui ont fait que les banques prêtaient moins, que les investisseurs voulaient plus de rendement et donc les sponsors, donc les sociétés qui sont, on va dire, sur les marchés non cotés, avaient besoin de dettes beaucoup plus flexibles. Donc sa croissance a été expliquée par tout cela. Et aujourd'hui, ça a quand même, comme l'air d'être une belle solution quand les obligations, par exemple, offrent très peu de rendement. Ça a l'air joli quand tu nous expliques pourquoi ce marché a été aussi attractif auprès des investisseurs. Mais du coup, où est le vrai risque aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'on est inquiet par rapport au private credit? Alors, il y a 4-5 risques à ressortir. Bon, le premier, il est évident, c'est évidemment l'opacité.
parce que c'est un marché qui n'est pas centralisé, il n'est pas standardisé, il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de carnet d'ordre visible comme vous le voyez tous les jours sur les marchés, ni de prix d'ailleurs en temps réel. Donc les portefeuilles sont privés, les contrats ils sont privés, les valorisations sont périodiques parce qu'elles sont mises à jour de manière périodique. Donc ça ne veut pas nécessairement dire qu'il n'y a pas de discipline, mais ça veut dire que quand il y a une période de stress, on sait beaucoup moins vite ce qui se passe et moins bien ce qui se passe. Et on ne sait pas nécessairement où sont les pertes potentielles. Donc ça, c'est toute la première problématique que l'on voit aujourd'hui. Le deuxième risque, c'est aussi la qualité des emprunteurs. C'est-à-dire que le private credit a financé des boîtes, des entreprises de taille intermédiaire. On a eu aussi des PME. On a vraiment allé sur tout ce qui demandait véritablement du financement, surtout quand on avait des taux très bas. Donc, même avant les chocs, par exemple, je vous donne une donnée, moi, que j'ai retrouvée et que je trouve assez importante, c'est le FMI qui soulignait récemment qu'avant même les chocs tarifaires, près de la moitié des emprunteurs avaient un operating cash flow qui était négatif. Donc, c'est monstrueux, c'est-à-dire que n'importe quelle boîte arrivait à obtenir des financements sur ce type de secteur-là. Donc, ça veut dire qu'en fait, beaucoup de ces boîtes-là, pour expliquer véritablement ce qui se passe, c'est-à-dire que beaucoup de ces boîtes-là ne généraient pas assez de cash libre déjà pour respirer normalement et pour payer du coup leurs intérêts. Donc, quand les taux montent et quand la croissance ralentit, quand les marges se contractent, bah, ces entreprises deviennent véritablement dépendantes de ces solutions temporaires. Donc, beaucoup de refinancement supplémentaires, etc., etc. Donc, on rentre finalement un petit peu dans un comment dirais-je, dans un cercle vicieux. Donc, la qualité des emprunteurs est l'un des deuxièmes risques. Le troisième risque, celui-là, il est un peu plus technique, ce qu'on appelle le PIC. Le PIC, c'est le payment in kind. Donc, c'est un mécanisme par lequel une partie des intérêts n'est pas payée en cash, mais elle est ajoutée au principal, donc au capital initial. Donc, sur le papier, ça va donner de la souplesse à l'emprunteur, et ça se comprend. Mais le problème, c'est que ça va repousser la reconnaissance du problème et ça va alourdir progressivement la dette, en fait, par la suite. Donc, et je reprends encore une étude du FMI que je trouve très importante, hein, c'est-à-dire que le FMI disait clairement que la hausse des cash flows, en tout cas des problèmes de cash flow, prolongeait le recours au pic. Et donc, du coup, on avait de plus en plus de restructuration. En fait, on déplace complètement le problème, quoi. Donc, c'est quelque chose de très important. Et puis, il y a le quatrième risque, et qui, lui, est très connu de ceux qui sont investis en bourse, ou notamment ceux qui vont vers les small et mid cap européennes, c'est la liquidité. Donc, on a un énorme décalage entre la liquidité de ces actifs-là et ce qui est promis aux investisseurs. Donc, le private credit s'adresse surtout aux investisseurs institutionnels qui sont patients, mais plus le marché s'ouvre aux particuliers, parce que c'est un petit peu ce qui s'est passé, plus on voit des véhicules qui sont un peu plus liquides, mais pas trop, et on a des fenêtres de sortie, par exemple, qui sont trimestrielles et qui sont limitées à certaines parts. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a vu que quand ça panique, bah, tout le monde a envie de sortir, sauf que personne ne peut sortir, ou en tout cas très peu peuvent sortir. Et ceux que l'on fait sortir, ce n'est pas nécessairement les particuliers, mais plutôt les institutionnels et qui sont bien placés. Donc la liquidité est un vrai problème. Et puis, il y a aussi un dernier risque, et c'est pour moi potentiellement le plus important, mais aussi le plus opaque, c'est un peu la connexion que l'on a avec les banques. Il y a beaucoup de gens qui estiment, et je peux le comprendre, mais en tout cas, c'est des personnes qui n'ont pas nécessairement creusé le sujet, mais beaucoup de gens peuvent estimer que le private credit est un système hors système bancaire, d'accord? Mais il faut comprendre que l'exposition des banques reste très importante. Là encore, je vais citer le FMI parce que pour le coup, ça reste une excellente source, mais globalement, on a des banques qui sont exposées aux véhicules de private credit à hauteur à peu près de 500 milliards de dollars et que l'exposition totale pouvait dépasser 25% des actifs sous gestion du secteur. Donc globalement, on a des banques qui sont quand même assez exposées. Je trouve que l'exposition, même si elle peut paraître importante, n'est pas nécessairement gage d'une crise de type 2008, et on va l'expliquer par la suite pourquoi évidemment, mais globalement, on a beaucoup de risques autour de ce secteur-là, et ces risques-là sont vraiment mis en évidence quand les planètes ne sont plus du tout alignées. Et c'est tout le problème aujourd'hui finalement. Donc les planètes, si je comprends bien, ne sont pas alignées aujourd'hui, si j'ai bien compris. Donc on pourrait dire qu'on est dans une situation qui tend à se dégrader. Je pense que c'est ce que tu essayes de nous communiquer là. Bon, c'est même plutôt clair d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Qu'est-ce qui te fait dire que l'ambiance est dégradée? Et j'aimerais même te poser la question,
Si tu peux y répondre, quels seraient les signes d'amélioration? Il y a quand même eu pas mal de signaux qui montrent une vraie dégradation. Nous, c'est un sujet qu'on suit depuis un an. Pour être très franc avec toi, moi, de toute façon, tu vois, on parle beaucoup de Powell, toi et moi. L'année dernière, moi, j'estimais par exemple que le QT devait être arrêté beaucoup plus tôt. Au final, il a été arrêté en décembre dernier. Et je pense qu'il a été arrêté en décembre dernier par rapport à justement aussi cette problématique de liquidité. Et de toute façon, je vais expliquer un petit peu pourquoi on a des signaux qui montrent que l'ambiance s'est dégradée. Déjà, premièrement, on a de plus en plus de rachats. Je t'en parlais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que globalement, on nous a vendu un produit avec un rendement élevé, une volatilité faible, des faibles pertes qui pouvaient être apparentes, des investisseurs qui étaient stables. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on a tout le monde qui a envie de faire limite un espèce de bank run sur ces types de produits. C'est-à-dire, ils ont tous envie de sortir de la machine et récupérer leur argent. Donc, quand on a ce type de signal-là, ça veut dire que le marché n'est plus prêt de rester sur ce type de produit et sans que les choses se détériorent, en tout cas sur ce secteur. L'autre sujet, c'est aussi le discours des agences de notation. Alors, on en a beaucoup parlé en 2008 en les critiquant. Aujourd'hui, ils ont fait leur job, en tout cas. Et tout récemment, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est arrivé la semaine dernière. C'est Moody's qui a révisé à négative la perspective sur les fonds de crédit privés américains. D'accord. Et elles ont invoqué justement des pressions de rachat, des leviers beaucoup plus élevés et un accès beaucoup plus difficile au marché de financement pour ces boîtes-là. Donc c'est important parce que ça veut dire aussi que ces boîtes-là qui prêtent à beaucoup d'entreprises sont elles-mêmes en difficulté. Donc globalement, il y a des potentiels effets de contagion que l'on peut voir. Donc quand vous avez des agences de notation qui s'inquiètent et en plus des informations de ce type-là qui circulent de manière très discrète et dont on ne parle pas nécessairement dans les médias, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas et c'est un signal fort qui montre que l'ambiance s'est clairement dégradée. Ensuite, et tu vois, on parlait de Powell tout à l'heure et du coup, je vais en parler, c'est un petit peu la surveillance réglementaire. Lors de sa dernière conférence de presse, Powell a indiqué que pour lui, pour l'instant, ce n'était pas un sujet systémique, mais tout récemment, on a la Fed qui essaye un petit peu de mieux comprendre un peu les expositions bancaires sur ce sujet-là. Par exemple, là, le Trésor américain récemment a dit qu'il prévoyait des discussions avec les régulateurs de l'assurance, notamment sur le secteur de l'assurance. On a aussi les Japonais qui sont pas nécessairement les meilleurs en banque centrale ou en tout cas en banque tout court dans le secteur bancaire, mais qui sont en train de vérifier un petit peu aussi l'exposition de leurs grandes institutions. Et on a un ministre des Finances, Katayama, qui a indiqué que le sujet pourrait être abordé au G7 très prochainement. Donc, quand vous avez entre guillemets les élites ou en tout cas les décideurs qui commencent véritablement à s'inquiéter et à en discuter autant, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Après, il y a un autre élément aussi qu'il ne faut pas non plus négliger, c'est aussi que la qualité des portefeuilles est bien discutée. Avant, enfin en tout cas, on parle davantage aujourd'hui de dossiers qui sont compliqués. On parle beaucoup de faillites, on parle de créances douteuses, on parle de structures qui pourraient lisser artificiellement certains indicateurs. Et en fait, on est dans des problématiques qui montrent que potentiellement ce que l'on ne voyait pas nécessairement aujourd'hui et ce qui est opaque, quand on creuse un petit peu, eh bien, on a des dossiers très compliqués sur des entreprises qui sont de taille intermédiaire, voire des PME. Donc, en fait, le vrai débat aujourd'hui est passé de quelle source de rendement on peut aller chercher. Et c'est ce que je te disais au tout départ. Avant, c'était ça la vraie question. Maintenant, la vraie question et qui se pose aujourd'hui dans les médias, c'est qu'est-ce qu'il y a réellement dans les portefeuilles? Quand on a ce type de tournant autour enfin, en tout cas, dans les médias et autour d'un secteur, c'est que vraiment le signal montre une vraie dégradation ou en tout cas une vraie dégradation de l'ambiance. Donc, c'est toute la problématique que l'on a aujourd'hui. OK, c'est clair. Donc, on est dans une situation qui se dégrade. Je reviens juste sur, un point que tu as abordé quand tu as répondu à la question précédente. Tu parlais de la volatilité. Pourquoi est-ce que, contrairement aux par exemple aux actions, pourquoi est-ce que les investisseurs ont eu le sentiment que, private equity, ne rimait pas forcément avec volatilité et qu'on était presque exempté de volatilité dans le private equity? Et c'est aussi une des raisons, pour lesquelles c'était un marché attractif. Et pourquoi les investisseurs ont eu ce sentiment-là ou en tout cas comment je puis dire?
pourquoi ont-ils été aussi erronés? Alors, c'est, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu une question de cotation. C'est-à-dire que quand tu es, je prends un exemple tout bête. Je prends pas nécessairement Apple, mais je prends, Microsoft aujourd'hui. Microsoft, ça fait, depuis un certain temps qu'ils font, bah, on est, je pense, à 40 du top. On a pris une baisse de moins 40. On a pris, en tout cas, on a, oui, le cours de Microsoft a baissé de 40. Quand on est investisseur sur les marchés boursiers, on voit que quelque chose ne va pas. Par exemple, chez Microsoft. Alors, on commence à avoir des idées, hein, par rapport à OpenAI notamment, mais aussi l'exposition sur le secteur des softwares pour Microsoft. Donc, c'est deux problématiques importantes aujourd'hui pour la société. Il y a aussi une troisième problématique, c'est le fait que avec les investissements en capex, eh bien, il y aura beaucoup moins de liquidités pour faire des rachats d'actions. Donc, c'est trois choses qui sont importantes aux yeux des investisseurs. Donc, quand tu es investisseur en bourse, tu vois les problématiques. Tu as une certaine visibilité, tu as une transparence, tu as un marché standardisé et l'information circule beaucoup plus facilement, surtout quand on voit ce qui se passe sur Twitter aujourd'hui. Sur le marché du private credit, et c'est une vraie problématique, mais c'est aussi, entre guillemets, ce qui faisait son bonheur au départ, c'est-à-dire que tu n'as pas de cotation. Donc, en fait, tu as des mises à jour parfois sur certains produits de manière périodique, où on te disait, bah, la valeur de ton fonds, c'est tant. Et après, tu revenais dans 3, 4, 5, 6 mois plus tard et on te disait, bah, la valorisation, c'est celle-ci. Donc, toi, quand tu vois, quand tu es un investisseur, tu as acheté des parts de fonds privés, bah, tu te dis que ton prix n'évolue pas, donc tu vois pas nécessairement une certaine évolution. C'est vraiment purement psychologique, hein, mais globalement, tu te dis tout va bien. Si on m'appelle pas, tout va bien. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est l'investisseur lambda qui investit dans ce type de fonds-là. Et ça se comprend, hein. Enfin, ça se comprend. On n'a pas ce type d'investisseur n'a pas nécessairement le temps de faire un peu un travail de due diligence et comprendre ce qui se passe derrière. Parce que c'est toute la problématique de ces produits-là, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est l'opacité. Donc, si on ne t'appelle pas, tout va bien. Donc aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on a des personnes qui entendent un peu plus de news. On voit les médias qui s'y intéressent, qui essayent de creuser, de comprendre un peu plus ce qui se passe derrière, etc. Donc évidemment, aujourd'hui, même si tu n'as pas de cotation ni autre, les gens vont malheureusement ou heureusement spéculer sur la future valorisation de ces actifs-là. Donc au lieu d'attendre, bah, ils disent non, 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 mais moi je veux sortir. Donc c'est toute la difficulté que tu as sur ce type de secteur, c'est un, le manque de cotation, deux, le manque de cotation, deux, le manque d'information, et trois, aussi l'aspect psychologique où tu te dis que si on t'appelle pas, bah, tout va bien sur ce type de produit. Donc c'est ce qui s'est passé pendant des années en tout cas. En introduction, on a parlé d'une potentielle crise. Si les choses tournaient mal demain, à quoi ça ressemblerait une crise? Une vraie crise, hein, j'insiste, dans le private equity? Moi, comme je l'ai dit au départ, mais je vais expliquer un petit peu aussi pourquoi là par la suite, c'est que moi, pour moi, je n'ai pas l'impression que ça ressemblera à une crise type 2008. Je ne pense pas, en tout cas avec les informations que l'on a aujourd'hui, et encore une fois, on sait que le secteur est assez opaque, mais en tout cas, moi, avec les informations que j'ai de mon côté, de ce que j'ai pu creuser de mon côté, j'ai pas l'impression qu'on aura un effondrement brutal et instantané du système bancaire mondial. Je pense vraiment, moi, quasiment chaque podcast, je le dis, hein, mais je pense que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'a été 2008, quoi. Ok, Si beaucoup de gens ne l'ont pas vécu, tu sais, enfin, j'entends par exactement. exemple, moi j'étais là évidemment comme beaucoup de personnes, mais j'avais quoi? J'avais 12 ans, je m'en foutais finalement. Ce qui m'intéressait, c'était que mon père m'achète la PlayStation 3 qui venait de sortir et je comprenais pas quand on me disait: «Non mais tu sais, c'est la crise». On n'était pas forcément, en tout cas, on n'était pas les personnes directement impactées, c'était peut-être plutôt nos parents, nos grands-parents, ou alors on était encore, enfin certains qui nous écoutent étaient peut-être de très jeunes adultes et ils n'avaient pas forcément l'impact sur leur portefeuille d'investissement ou sur leurs actifs immobiliers, tu sais? C'est pour ça, je pense que les gens ne se rendent pas compte et alors peut-être que tu ne seras pas d'accord, mais je pense aussi qu'on était moins touchés, en Europe par rapport aux États-Unis où on avait vraiment, la file d'attente dans la rue finalement, puisqu'il y a les politiques sociales quand même étaient et sont moins développées qu'en Europe. Donc je pense que c'est pour ces raisons-là qu'on est,
qu'on n'arrive pas à forcément se rendre compte de ce que c'était et de la gravité de la crise qui a été, les subprimes. Bon, c'était la petite parenthèse, donc effectivement, pas de pas de 2008 en vue pour toi, mais du coup, je reviens sur la question, ça ressemblerait à quoi alors une crise, Bah, private pour moi, equity? Private credit, il pardon. bah, le scénario est un peu plus, différent. Moi, je pense que ce sera quelque chose qui sera un peu plus lent, ce sera plus diffus et beaucoup plus opaque et je pense que encore une fois, pour ceux qui travaillent, à essayer de comprendre un petit peu ce milieu, je pense que ça va même être beaucoup plus frustrant à comprendre et à lire. Moi, pour moi, le scénario de base, c'est le suivant, c'est-à-dire que la première étape, on a un environnement macro qui va rester exigeant. On a des taux, qui vont rester plus élevés qu'avant, surtout avec ce qui se passe aujourd'hui, en Iran. On a une croissance qui va être impactée. Alors, j'en ai déjà parlé. Pour l'instant, je ne pense pas que le scénario de stagflation doit être privilégié. Je dis bien pour l'instant. Donc, on est le 12 avril. Je pense qu'au 12 avril, ça ne doit pas être le scénario à privilégier. La stagflation, on en a déjà parlé lors d'un épisode de podcast. Et on verra aussi des entreprises qui vont voir leur marge se tasser. Donc, le service de la dette va devenir de plus en plus pesant, pardon. Et donc, évidemment, il va y avoir potentiellement des licenciements du côté de ces boîtes. Donc, après, la deuxième étape, c'est que les entreprises les plus fragiles vont du coup vont commencer à avoir du mal à payer en cash. Donc, ce qui va se passer, je vous en parlais au départ, hein, c'est-à-dire que vous allez avoir de plus en plus de restructuration, vous allez avoir des intérêts qui vont être payés en pic. Et encore une fois, vous aurez la définition plus bas par la suite. Donc ça, c'est plutôt la deuxième étape que je vois. La troisième étape que je vois, moi, personnellement, c'est qu'on aura des investisseurs qui vont commencer à prendre conscience que les portefeuilles sont un peu plus chauds qu'ils ne le pensaient. Donc, tu vois, je te parlais de la psychologie. À un moment donné, ils vont se dire, non, mais en fait, c'est un peu plus tendu. Et la quatrième étape, c'est que ces fonds vont devenir de plus en plus prudents. Donc, elles vont freiner les nouveaux prêts. Elles vont garder beaucoup plus de cash. Elles vont vendre parfois les actifs les plus liquides en premier. Et donc, on arrive à la dernière étape, et c'est un peu comme ça que je le vois, hein, c'est-à-dire qu'on a des banques et même des autres fournisseurs de financement qui vont devenir eux-mêmes beaucoup plus sélectifs. Donc, si tu veux, beaucoup disent qu'on n'est pas nécessairement dans un environnement restrictif, malgré le fait que les taux aux États-Unis ne baissent pas. Moi, je pense que potentiellement, si on arrive sur mon scénario, je pense qu'ils vont savoir ce que c'est une économie, enfin, une politique restrictive. Et c'est un peu comme ça que je le comprends. Ce qu'il faut comprendre dans ce scénario-là, c'est que et beaucoup en ont parlé, mais je trouve qu'ils le font à tort, c'est que le vrai sujet pour moi, c'est pas nécessairement le niveau de brut de défaut. Tu vois, beaucoup parlent des niveaux de défaut. On voit de plus en plus de news, niveau de défaut à 10-15%. Voilà. Ce qui, pour moi, le vrai sujet, c'est la combinaison que l'on peut avoir entre le niveau des défauts, le refinancement et la liquidité. Je vais donner un exemple, hein, c'est-à-dire qu'un marché illiquide peut absorber des défauts modérés si les investisseurs restent patients et si le financement reste un minimum ouvert. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment jouable. Par contre, il faut comprendre aussi que même si vous avez un taux de défaut qui reste gérable, celui-ci peut devenir très dangereux si en même temps vous avez des sorties d'investisseurs qui commencent à s'accumuler et à très très grande vitesse, et aussi des actifs qui deviennent de plus en plus difficiles à céder, et des banques qui disent nous on veut plus vous soutenir dans vos histoires. Ça pour moi c'est beaucoup plus problématique que le premier cas. Donc s'arrêter sur la question du défaut pour moi, du taux de défaut, est pour moi une vraie erreur. Donc c'est vraiment cette mécanique-là, le dernier exemple que je vous ai donné, c'est cette mécanique-là qui va vraiment transformer le problème de crédit de base, un problème de crédit vraiment que l'on connaît de base, en un problème qui peut devenir un vrai problème de structure de marché. Ça, c'est pour moi le vrai sujet. Et il y a d'ailleurs un détail que j'aime bien rappeler, moi, à chaque fois quand on pose la question, c'est que le FMI a noté que certains fonds de private equity, sous pression pour rendre du capital, ont parfois davantage endetté leur participation pour verser des dividendes spéciaux aux investisseurs, pour continuer du coup leur petite tambouille entre guillemets. Donc c'est vraiment le vrai sujet pour moi, c'est qu'il ne faut pas nécessairement penser qu'on va partir en 2008 parce et c'est d'ailleurs probablement la question que tu vas me poser par la suite, parce que globalement, on est sur des marchés qui sont extrêmement différents. Alors, effectivement, tu as partiellement répondu, à la question que j'allais te poser. En fait,
J'ai envie de te poser la question parce que tu as mentionné quand même pas mal de risques liés au private credit avec des signaux plutôt alarmants. Bien que tu aies nuancé tout cela. Ceci étant, pourquoi avec tous les risques que tu mentionnes, donc tu te refuses à comparer la potentielle crise euh, sur le private credit avec la crise de 2008? Bah, en fait, il y a 3 grosses différences. Le 1er, c'est que le risque, il n'est pas logé au même endroit qu'en 2008. En 2008, le cœur du système bancaire et les produits titrisés, parce que le vrai sujet, c'était la titrisation, étaient adossés à de l'immobilier résidentiel qui était au centre de la machine économique américaine. D'accord. Les gens l'oublient, mais ce qui a apporté énormément de croissance aux États-Unis au début, enfin post-bulle Internet, c'est l'immobilier. Ce qui a fait que les marchés, exactement, ce qui a fait que les marchés ont explosé à la hausse entre 2003 et 2007, jusqu'à 2008 même, c'était le fait que l'immobilier a porté l'économie américaine. Et puisque l'immobilier portait l'économie américaine, les bancaires étaient extrêmement impliqués. Donc, on a eu ce qu'on appelle un peu limite une bulle des banques américaines. Donc ça, c'était la partie 2008. Aujourd'hui, une grosse partie du risque que l'on voit, en tout cas dans le secteur, il est davantage porté par des fonds et des assureurs. On a aussi des véhicules un peu spécialisés. Là, c'est un peu plus technique, mais on a beaucoup de véhicules spécialisés et on a aussi des investisseurs institutionnels. Là, c'est pas des particuliers qui sont déjà à risque et qui sont vraiment au cœur de la machine, quoi. Donc, ça peut créer des pertes et des pertes très sévères. Ça peut créer des désordres de marché. Ça peut même créer des effets de contagion, mais la mécanique n'est pas la même que celle d'un infarctus bancaire mondial. Ce qu'on a vécu en 2008, encore une fois, hein, on a été touché au cœur du système financier. Ce qui a fait que l'or, je reviens un peu à l'épisode dont on avait parlé au départ, la bulle des banques centrales, ce qui a fait que l'or a explosé entre 2008 et 2012, c'est parce qu'on a douté du système financier qu'on avait créé et dans lequel on était. On pensait qu'il était mort. Donc, les gens sont partis sur l'or. Donc, aujourd'hui, je rappelle un peu ce qu'a dit Jérôme Powell à nouveau lors de sa dernière conférence. Il disait que la Fed surveillait le secteur, mais ne voyait pas nécessairement à ce stade, comme moi, il ne voit pas nécessairement à ce stade une infection systémique généralisée. Donc, et pareil, un autre gouverneur, le gouverneur Musalem, celui de la banque, celui de la Fed de Saint-Louis, je crois de mémoire, lui, il pensait que les tensions, justement, restaient assez contenues au secteur. Donc, peut-être que c'est de la com pour assurer les marchés, mais de base, je suis quelqu'un d'assez critique. Pour moi, ce sont deux affirmations qui sont parfaitement défendables. Donc ça, c'est la première différence. La deuxième différence, c'est que tous les portefeuilles ne se valent pas. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, c'est un marché qui est extrêmement hétérogène. Donc, je prends des déclarations encore de BlackRock, par exemple, qui insistait sur le fait que les grands emprunteurs, d'accord, ceux qui ont plus de 100 milliards de dollars de profit par an, eux, ils affichent des taux de covenant default, et j'expliquerai d'ailleurs en définition d'ailleurs plus bas, ils expliquaient que ces taux-là étaient autour de 1%. C'est-à-dire que la vraie problématique, c'est pas nécessairement les grosses entreprises qui empruntent. Le vrai sujet, c'est les plus petites entreprises qui, eux, sont beaucoup plus fragiles parce que, bien évidemment, on en a beaucoup parlé, on est dans une économie en forme de cas. Donc, c'est plutôt, entre guillemets, les grosses entreprises, les gros ménages, en tout cas les plus riches, qui profitent, entre guillemets, du système dans lequel on est aujourd'hui. Par contre, les plus petites sociétés qui, elles, sont beaucoup plus proches de l'Amérique, entre guillemets, je déteste cette expression, mais qui sont un peu plus proches de l'Amérique d'en bas, c'est elles qui souffrent le plus. Et elles souffrent le plus parce que la conjoncture économique depuis 2022 est très critique pour elles. Donc, c'est elles qu'il faut surveiller. Le vrai sujet, finalement, entre guillemets, de contagion, il va falloir le regarder là, en fait. Donc, les portefeuilles sont très différents du côté du crédit privé. Et puis, la troisième différence, et elle est très très forte avec 2008, c'est-à-dire qu'une partie des investisseurs qui ont investi dans le crédit privé, eux, ils ont un horizon de temps qui est beaucoup plus long. Et ils ont une capacité à supporter une illiquidité de marché qui est propre justement à ce secteur-là. Je prends encore une déclaration de la BCE. La BCE a rappelé que dans la zone euro, les principaux investisseurs dans le crédit privé, ce sont des assureurs, ce sont des fonds de pension et qui ont une capacité de portage qui est
importante et long terme. Ils sont capables de subir ça. Ils sont capables de subir ça jusqu'à un certain degré de violence, entre guillemets, mais ils sont capables de supporter ça. Ce qui n'était pas le cas en 2008. En 2008, on n'était pas face au même type d'acteurs. Donc, ma position, moi, globalement, quand je prends un petit peu ces trois différences, je suis pas en train de vous dire, et je pense pas nécessairement qu'il faut vendre le truc comme le nouveau subprime avec une certitude. Je pense que c'est beaucoup plus raisonnable de prendre un peu plus de recul, prendre les informations comme elles viennent, comprendre un petit peu les implications. Ce qu'on vous disait, par exemple, pour la question de l'Iran, hein, c'est-à-dire de prendre tous les éléments et de les transformer en variables macroéconomiques. Et c'est comme ça qu'on va savoir si véritablement on arrive dans un sujet qui est très problématique pour le système financier et pour l'économie mondiale ou pas. Donc aujourd'hui, quand je fais ce tri-là, je n'ai pas la sensation que l'on peut faire face à un 2008. Et je dis bien encore au 12 avril avec tous les éléments que l'on a aujourd'hui. C'est tout ce qui fait que je ne dis, en tout cas à titre personnel, je ne vois pas une crise de 2008 via ce secteur-là. Par contre, et ça c'est un autre sujet, si vous avez des éléments, en tout cas beaucoup parlent de Black Swan, appelez ça comme vous voulez, si vous avez des éléments qui peuvent provoquer justement une espèce de crise financière, il est certain que si ça arrive demain, après-demain, dans un an ou deux, le crédit privé va accentuer la crise qui aurait pu être déclenchée par autre chose. Ça, je n'ai pas de doute, parce que l'effet de contagion dans l'économie, mais aussi dans le système bancaire, se verra. Donc, pour être très très précis, je ne dirais pas que c'est le crédit privé qui va démarrer un truc vraiment extraordinaire et terrible. Je dirais que c'est potentiellement un autre élément. Donc, la question de l'Iran était potentiellement quelque chose qui pourrait provoquer cela avec un choc pétrolier. Mais pour moi, le crédit privé serait plutôt un facteur d'aggravation plutôt qu'un facteur de début, en fait. Quelque chose qui va démarrer cette problématique-là sur les marchés. Et si on essaye de guider un petit peu nos auditeurs, euh, soit pour donner des opportunités futures ou alors pour justement éviter d'aller dans le mur, s'il fallait identifier les segments les plus fragiles, de quel côté tu regarderais, Omar? Alors, le premier, on en a beaucoup parlé, c'est toutes les sociétés qui sont type PME et de taille intermédiaire, celles qui font beaucoup moins que 30 millions, 25 millions de dollars d'EBITDA par an. C'est plutôt ces boîtes-là qu'il faut regarder et potentiellement celles qui sont le plus à risque parce qu'elles emploient des gens, elles ont beaucoup emprunté et c'est celles qui ont des cash flows négatifs depuis quelques temps. Donc, c'est plutôt ces boîtes-là qu'il faut regarder et qui, à mon avis, sont les segments les plus fragiles. Après, et là, ça concerne un petit peu ceux qui s'intéressent au marché boursier et qui regardent aussi un petit peu ce qui se passe aujourd'hui à cause d'Anthropic et notamment du fameux outil Claude. C'est surtout, je regarderai les poches où il y a beaucoup de software et de tech privé. Donc, évidemment, on en a beaucoup parlé. Hein, le système SaaS est un système incroyable parce qu'il est extrêmement stable. C'est des rendements qui sont réguliers. On sait que la demande a été explosive parce que c'est des produits qui sont évidemment tech et donc qui peuvent apporter des gains de productivité. Aujourd'hui, quand on est en train de voir ce qui se passe, eh bien, beaucoup se posent des questions sur le software. D'ailleurs, on a fait un article dans notre Substack par rapport à ça et pour nous questionner sur en tout cas, pour nous demander si véritablement l'IA va tuer le software. Mais je pense qu'en tout cas, il faut voir un petit peu ce qui se passe du côté des sociétés non cotées sur le secteur software et un peu tech, parce qu'il faut quand même le rappeler, environ un quart des portefeuilles, en tout cas du crédit privé, sont exposés au software. Parce qu'encore une fois, c'était des business qui étaient extrêmement stables et avec beaucoup de rendement et très, 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 très transparent. Donc, quand on a, par exemple, une peur d'une disruption liée à l'IA qui participe à la nervosité des investisseurs aujourd'hui, il est évident que cette thématique mérite d'être beaucoup plus surveillée que d'autres secteurs. Donc, le risque n'est pas nécessairement, quand on regarde un petit peu tout ce qui se passe, le risque n'est pas nécessairement de se demander si l'IA va tuer tout le software. Le risque, c'est de savoir, en tout cas, de comprendre qu'il y a certains business models qui sont déjà chers et qui sont financés sur de la croissance qui va être de plus en plus difficile à retrouver. Et donc, du coup, ces croissances-là vont être
ne vont pas nécessairement permettre de payer les intérêts de la dette et même en fait tout le capital emprunté par ces sociétés-là auprès des fonds de crédit privés. Donc c'est vraiment un secteur que moi je regarderais. Mais encore une fois, je ne parle pas nécessairement des boîtes cotées. Après, je regarderai un peu plus, mais là c'est très difficile, mais il faut quand même le mentionner, je regarderai aussi euh, les véhicules où on a des actifs qui sont peu liquides. Mais là, c'est plutôt comment dirais-je, on va dire que c'est plutôt les investisseurs institutionnels ou en tout cas les spécialistes qui arriveront à trouver des informations pour comprendre ce qui est mauvais, enfin en tout cas ce qui est très peu liquide, ou en tout cas les véhicules qui vont vous promettre de la liquidité récurrente, c'est-à-dire que vous arriverez à sortir facilement de ces fonds-là tous les 3 mois plutôt que du reste. Donc c'est un travail qui est très difficile à faire en tout cas pour un investisseur particulier. Et puis après, je regarderai aussi de mon côté les stratégies ou la discipline de souscription. C'est le plus relâché aujourd'hui. C'est-à-dire que si on te propose des produits où c'est beaucoup plus facile d'entrer et d'acheter des parts dans le crédit privé, c'est plutôt ces acteurs-là qu'il faut éviter et qu'il faut surveiller parce que potentiellement, c'est là où il y a le plus de risques. Donc, mais globalement, hein, pour ceux qui sont en tout cas investis en bourse, les secteurs à garder le plus, évidemment, c'est le secteur du software et la tech et ce qui se passe aujourd'hui. Parce que je pense que les retombées restent quand même assez floues pour ceux qui surveillent un petit peu ce secteur-là. Et puis surtout, véritablement, encore une fois, l'Amérique d'en bas, parce que je pense que c'est eux, encore une fois, qui vont trinquer dans toute cette histoire. Donc vous aurez compris où porter le regard, ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Non, j'aimerais qu'on conclue cet épisode avec donc une question assez simple. Est-ce que dans le fond, on est au début, à la fin de la crise, ou est-ce qu'on traverse juste un moment de stress normal? J'ai l'impression qu'on a traversé des moments de stress tous les trimestres presque depuis 2021. Donc, selon toi, si on devait positionner le curseur, où est-ce qu'on le placerait? Alors, moi, je vais faire un parallèle que je trouve vraiment intéressant. C'est un peu ce que l'on a vécu en 2023 avec les banques régionales. Tu vois, les banques régionales se sont énormément développées justement lors de la période avec les taux bas. Et c'était beaucoup plus facile pour eux parce qu'ils avaient accès justement, enfin en tout cas, ils étaient face Plus de euh, capital. exactement avec des niveaux avec des niveaux de réglementation beaucoup moins importants que ce que l'on voit aujourd'hui pour les banques systémiques. Donc c'était un peu plus, excusez-moi d'expression, c'était un peu plus la foire pour les banques régionales à l'époque. Quand on a eu les taux élevés qui sont arrivés en 2022, ça a été les premières qui ont trinqué. On a eu une crise de banque régionale. Et tout le monde pensait qu'on allait se taper moins 30% sur la bourse et qu'on allait tous mourir. Au final, je rappelle à ces personnes que le S&P 500 a fait, je crois, maximum moins 10% en quelques semaines. C'est Maximum. très contenu. Ouais. Ça a été très contenu. La Fed est intervenue avec le système de BTFP et on est sorti. Alors, par rapport à ça, il y a deux choses. Il y a un truc qu'il faut quand même bien noter, c'est que l'intervention de la Fed a permis de contenir le sujet. Aujourd'hui, sur le private credit, moi, j'imagine moins une intervention de la Fed parce que c'est difficile de justifier le sauvetage d'acteurs qui ne sont pas des banques. C'est un peu compliqué pour la Fed de dire on va sauver des boîtes qui ne sont pas des acteurs financiers. C'est très compliqué. Donc aujourd'hui, pour reprendre un petit peu le parallèle avec la crise des banques régionales, moi j'ai plutôt l'impression, comme pour les banques régionales, on est en fait dans une phase de test du modèle. On a eu une période faste entre 2010, entre 2012 pardon, et 2022-2023. Aujourd'hui, c'est le premier test, c'est le premier gros test. Donc on a eu vraiment une décennie exceptionnelle, tout était favorable et tout. Aujourd'hui, on a un énorme test. La question, ça va être de savoir si les cadavres vont sortir et si ces cadavres vont partir à la morgue, quoi. Donc, il y a peut-être certaines boîtes qu'il faut surveiller en tant que cadavre. Donc, Blue Hole, par exemple, en est une, je pense, à titre personnel. Mais il y a d'autres boîtes que je regarde un peu plus et que j'estime être un peu plus solides et qui méritent quand même d'être surveillées pour la suite. C'est Apollo et Blackstone. Blackstone parce qu'une certaine diversification, même s'il y a certaines casseroles, mais ça reste quand même assez bien diversifié et très solide.
Apollo pour des raisons un peu plus techniques, mais globalement, on est sur une boîte que j'estime être aujourd'hui encore assez solide pour la suite. Donc aujourd'hui, quand on regarde un peu les données, hein, même s'il y a certaines données qui sont importantes et impressionnantes, moi, quand je regarde les chiffres, j'ai pas l'impression que ce marché soit condamné en fait. Tout ce qu'ils me disent, c'est que la dispersion va augmenter. Il y a des portefeuilles qui vont bien tenir. Il y en a d'autres qui vont montrer qu'il y a eu beaucoup d'abus. Il y a eu beaucoup de refinancements faciles. Il y a eu des valorisations qui étaient complètement délirantes. Il y a eu des investisseurs qui étaient complètement dans l'euphorie et qui ne regardaient pas nécessairement. Et puis, il y a aussi eu des financements qui ont été accordés à des entreprises et qui n'arrivaient pas nécessairement à générer du cash. Donc, en fait, moi, je le perçois plutôt comme un moment de stress normal pour un secteur qui a vu des abus et qui doit être nettoyé. Pour moi, c'est un nettoyage. La vraie interrogation, et je le redis encore, la vraie interrogation, mais celle-ci, il est très difficile pour qui que ce soit d'y répondre, c'est de savoir le niveau de contagion que l'on aurait sur l'économie réelle. Parce qu'encore une fois, c'est des entreprises qui génèrent un certain montant de profit, mais qui ne génèrent pas assez de cash flow et en tout cas qui en génèrent des cash flows négatifs. Donc à un moment donné, est-ce que ces boîtes vont survivre? Si elles ne survivent pas, évidemment, il y aura des licenciements, il va y avoir des personnes qui finissent au chômage, donc moins de consommation, donc ça peut impacter l'économie américaine, c'est un fait. La question, c'est de savoir à quel niveau on peut avoir un impact sur l'économie américaine, à quel niveau on peut potentiellement aussi avoir un impact sur l'économie mondiale, parce qu'il n'y a pas que des banques américaines qui sont probablement exposées sur ces secteurs-là, en tout cas sur ce secteur-là. Donc c'est pour moi la vraie interrogation. Mais est-ce que je pense vraiment qu'on a un 2008 ou est-ce que quelque chose de très grave peut arriver? C'est difficile de le dire. 2008, je n'y crois pas, mais un truc plus ou moins grave peut arriver et pour l'instant, c'est difficile de se prononcer. Mais pour moi, à aujourd'hui, avec tous les chiffres que l'on a, le secteur n'est pas condamné. On nettoie et c'est pour moi une phase de test de ce modèle-là. Donc, pour conclure, hein, un petit peu tout ce que je pense de tout ça, je pense que le private credit n'est pas nécessairement la prochaine crise mondiale. Mais par contre, et ça c'est un fait, et je pense que c'est quelque chose de très vrai, c'est que je pense que pour moi, c'est l'un des meilleurs révélateurs des excès qu'on a accumulés dans l'ère de l'argent facile, en fait. Tu vois, l'un de nos premiers podcasts, ça a été la bulle des banques centrales. Ben, le crédit privé, c'est le plus beau, c'est le plus beau Plus bel symbole de cette exemple, phase. c'est ce qui représente bien cette période-là. Très Exactement, accommodante, si et je puis dire. exactement. Et cette bulle n'a toujours pas Trop. explosé, donc ouais. Et cette bulle n'a toujours pas explosé, donc potentiellement, c'est pour ça que je vous dis que pour moi, on est plus dans une phase de test qu'autre chose. C'est-à-dire que si, imaginons, les choses sont remises entre guillemets en place par la Fed et qu'on repart sur une nouvelle planche à billets, etc., je pense qu'on reparlera encore du private credit. Je n'ai pas de doute. Donc, c'est Phase de vraiment, stress, du coup. Pas ouais, pas pour vraiment de moi, crise, pas vraiment de non, danger, phase de stress. majeur. Phase de Non, stress. danger majeur, je dirais pas ça, mais c'est juste que pour moi, la vraie interrogation, c'est l'effet de contagion sur l'économie réelle. Moi, c'est ça qui m'importe. Oui, tu faisais Euh, référence, même si tu n'aimes pas trop l'expression, mais à l'Amérique d'en bas, c'est plutôt, les répercussions que ça pourrait avoir sur cette tranche de la population, américaine qui t'inquiète, c'est davantage. clair. Mais c'est clair, mais je vais donner un exemple personnel, hein. Enfin, personnel. C'est un exemple que j'ai vécu, moi, dans mon ancien emploi il y a un certain temps, hein. C'est la plupart de ces boîtes de taille intermédiaire qui font beaucoup de revenus et qui font aussi beaucoup de profits, elles ont eu énormément de difficultés. Et moi, je travaillais, c'était de 2020 jusqu'à 2024. Quand je travaillais dans cette société-là que je ne vais pas nommer, bah, cette société avait quand même certaines difficultés à se financer et à avoir de plus en plus de financement avec des taux beaucoup plus élevés parce qu'à un moment donné, la capacité financière de la boîte, les bilans ne le permettent plus. Donc, elles vont se tourner vers des financements alternatifs. Et c'est toute la problématique que l'on voit aux États-Unis, mais que l'on voit également en Europe. Je n'ai aucun doute là-dessus. Donc, la question, ça va être de savoir, je prends l'exemple de cette boîte-là, même si je sais qu'elle va survivre, je n'ai aucun doute là-dessus, c'est comment ce type de boîtes-là vont survivre par la suite si, imaginons, vous avez, et c'est pour ça que je vous dis que pour moi, la problématique, c'est un autre événement qui pourrait aggraver les choses,
Si, imaginons, on a un choc pétrolier en face de nous avec l'Iran dans les semaines à venir, un vrai choc pétrolier, hein, c'est-à-dire un baril qui part à 150 $ et on a une destruction de la demande, comment ces sociétés de taille intermédiaire et de petite taille et qui ont eu accès au crédit privé, comment vont-elles survivre et comment vont-elles payer ces crédits? Et comment les banques qui sont exposées à ces sociétés de crédit privé Vont encaisser, ouais. vont encaisser le choc? En fait, c'est tout ça pour moi le vrai problème. Donc, le crédit privé en lui-même, n'est encore une fois, n'est pas la prochaine crise mondiale, mais c'est plutôt de savoir euh, qu'est-ce qui pourrait permettre de faire en sorte que ce truc-là devienne beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grave. Donc, c'est pour moi, la conclusion, c'est vraiment de dire que c'est le meilleur révélateur de la bulle des banques centrales. C'est vraiment ni plus ni moins que ça. OK, ce serait plutôt la conséquence plutôt que la cause. Voilà, si on peut le résumer, de la sorte. Je pense d'ailleurs c'est une très bonne conclusion, assez simple, assez compréhensible pour le plus grand nombre, ce qui est parfait. Hem, on arrive à la fin de la liste de questions que j'avais pour toi, Omar. Donc on va conclure comme d'habitude. Je te laisse donner le mot de la fin pour, nos auditeurs et viewers. Non, la conclusion est toujours la même de mon côté, c'est-à-dire que les titres sensationnalistes, je peux le comprendre, ça fait toujours réagir. Mais creuser un petit peu, essayer de comprendre comment les choses fonctionnent, etc., surtout avec les outils que l'on a aujourd'hui, en tout cas, peuvent vous permettre de comprendre beaucoup mieux les choses et de ne pas nécessairement céder aux titres sensationnalistes. Je sais que le sujet est complexe, je sais qu'il y a une certaine opacité, je sais que plus c'est opaque, plus on se dit que les choses peuvent être graves. Je ne dis pas que ce n'est pas grave. Je dis simplement que avec les infos que l'on a aujourd'hui, il faut prendre les choses étape par étape, surtout avec ce type d'éléments. Donc, ne pas céder au sensationnalisme. On le dit quasiment chaque épisode maintenant, surtout avec tout ce qui se passe en Iran, Oui, faire parce que attention. voilà, parce que c'est clairement ce qui peut vous desservir. Et puis aussi, et j'en parlais d'ailleurs à nos membres, essayez aussi de ne pas nécessairement rester devant tout le temps l'écran et devant les infos et à vous dire que chaque seconde une info va changer complètement la vision, votre vision et aussi la vision de marché. C'est prendre un peu plus de temps pour soi, ne pas céder au sensationnalisme et s'organiser finalement pour prendre les bonnes décisions. Et l'exemple du private credit et la réaction des réseaux sociaux le démontre encore une fois. Et c'est aussi pour ça qu'on est là et c'est aussi pour ça qu'on fait ce travail et pas que le podcast, hein. Tu as mentionné le Substack Fineco, les interventions également en plateau, je le rappelle, mais aussi sur les réseaux sociaux. Donc, à ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, surtout, n'oubliez pas d'aller nous suivre sur toutes les plateformes. Les liens, encore une fois, seront dans la description. Merci encore une fois, Omar. Je rappelle, troisième et dernière fois, que la définition des termes techniques, donc si vous n'êtes pas à l'aise avec les termes de LBO, d'EBITDA, etc., euh, tout sera expliqué, les définitions seront données dans la description. Donc encore une fois, n'hésitez pas à les dérouler. Et puis, merci pour votre attention et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode de Whatever It Takes. À très vite et merci encore Yann. Bonne soirée à tous. Au revoir.